Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue dans le Zoom du mois d'avril 2026. Un Zoom dans lequel, vous le voyez, on va s'intéresser aux crises financières, à leur mécanisme, qu'est-ce que c'est réellement une crise financière. Et c'est intéressant de parler de ce sujet-là en compagnie de notre ami David, comme toujours, qui m'accompagne pour ces Zooms, ces émissions de vulgarisation, d'histoire, géographie, d'économie et aujourd'hui de finance, avec un professeur émérite en finance et quelqu'un qui nous fait le plaisir de venir nous voir pour la première fois au Cercle Aristote. C'est le professeur Marc Chenet. Marc Chenet, bonjour. Bonjour. Professeur, je vous rappelle, vous venez de prendre récemment votre retraite, mais vous étiez il y a peu encore professeur émérite à l'université de Zurich. Vous avez été également co-recteur ou vice-doyen. Vice-doyen de HEC Paris jusqu'en 2003 avant de partir à l'université de Zurich. Vous aviez développé depuis de nombreuses années une analyse critique de la finance casino, de la marchandisation du vivant et de la complaisance académique en économie vis-à-vis du pouvoir de l'argent. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez sorti l'année passée aux éditions d'Amba, qui sont situées à Lausanne, en Suisse, à côté de chez moi. Vous avez émis un livre qui s'appelle Stop, avec comme sous-titre « Alarme contre la finance casino et la marchandisation du vivant ». Je crois que vous l'avez à côté de vous, si vous voulez le montrer, on le mettra en incrustation en grand. Donc voilà, pour ceux qui voudraient s'intéresser... Pas disponible sur Amazon, et je m'en réjouis. Qui n'est pas disponible sur une plateforme comme Amazon, mais que vous pouvez commander chez votre libraire du coin. J'imagine que ça, on arrive à le trouver. Marc, on est ravis de vous recevoir sur cette question-là. Comment allez-vous? Et puis parlez-nous très rapidement de ce livre et de ce qu'on y trouve dedans. Oui, écoutez, stop. Pourquoi stop? Parce que lorsqu'on est dans une impasse, eh bien, au lieu d'accélérer, on réfléchit, on pense, et on cherche une autre direction, on la trouve et on va ailleurs. Donc actuellement, ce qu'on est incité à faire par les gouvernements, où qu'ils soient, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, c'est d'accélérer. Non, quand on est dans une impasse, on n'accélère pas, encore une fois. D'accélérer, ça veut dire, sous l'angle économique, donc plus de croissance, et développer de nouveaux marchés financiers, comme si c'était les solutions. Actuellement, ce ne sont pas les solutions, ce sont les problèmes. Donc, il faut être capable de réfléchir différemment. Et c'est pour ça que j'ai proposé, que j'ai utilisé ce titre, Stop. Stop pour réfléchir et trouver une autre direction. Et on est évidemment ravis de vous recevoir parce que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes francophones de l'analyse des bulles et des crises financières et des produits financiers notamment toxiques. On va en parler avec vous aujourd'hui. Évidemment, vous le reconnaissez, vous avez l'habitude de le voir sur les Zooms, c'est David. Cher David, comment vas-tu? Et c'est toi qui avais proposé ce sujet. J'imagine que tu es ravi de pouvoir en parler et de recevoir Marc aujourd'hui. Oui, bonsoir Marc, bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux élèves, je sais qu'ils vont me regarder. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que du coup on a pris cette habitude-là de faire une émission chaque mois, le Zoom, donc avec toi, mon ami aussi, Nicolas, et donc sur des sujets d'actualité. Et là, c'est vrai que l'actualité est vraiment brûlante. Là, c'est vraiment de la lave en fusion sur la prochaine crise économique qui nous pend au nez, qui va arriver de toute façon tôt ou tard. Il y a suffisamment de lanceurs d'alerte qui en parle. Et nous, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de faire une rétrospective. On va faire une progression chronologique. On va repartir de la crise de 29. On va partir de la crise de 2008. Et puis après, faire le lien avec la potentielle future crise qui arrive avec Marc. Voilà. Qui arrive avec moi? Non, qui n'arrive pas avec moi. Oui, donc bien sûr, on va faire justement le tour. Donc, on va d'abord faire un petit aspect pédagogique et justement revenir sur la crise qu'il y a eu il y a quasiment un siècle. On va fêter les 100 ans, le siècle d'anniversaire de cette crise
prochainement, là, dans les 3 prochaines années. Et David, qui est un spécialiste des États-Unis, tu vas nous parler de cette crise financière qui est la première dans l'histoire de l'humanité qui est venue non pas d'Eurasie, mais qui est venu, dans un terme général, mais qui est venu de l'autre côté de l'océan Atlantique, qui est venu des États-Unis d'Amérique. Et tu voulais nous en parler parce que c'est la première fois qu'on a vu ce type de crise financière, celle qu'on appelle le krach boursier de 1929. Alors rappelle-nous un petit peu ce que c'est, comme ça on peut un peu se mettre dans le bain avant de progresser jusqu'à la période actuelle. Oui, alors je vais simplifier, je vais vulgariser au moyen de quelques documents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordre ancien s'est effondré depuis la Première Guerre mondiale, détruisant des anciens empires et qui a créé de nouveaux pays. Les pays européens, en particulier la France et l'Allemagne, sont sortis complètement appauvris, affaiblis donc de la Première Guerre mondiale. La production industrielle et le PIB se sont effondrés vraiment de manière drastique. Les États-Unis, eux, sont devenus le créditeur de l'Europe et les dettes de guerre que les pays européens devaient aux États-Unis sont devenus des créateurs de tensions entre les anciens belligérants. Du coup, pour financer leur déficit, les États ont eu recours au crédit. Et là, du coup, je vais vous lire un témoignage, un petit extrait qui vous montre un peu l'économie des années 20, d'où on est arrivé à cette crise de 29. Donc là, c'est un texte qui date de 1931 de Paul Hazard. Donc ça s'appelle Le malaise américain et c'est paru dans l'Illustration. Donc je vous lis un extrait. Alors un immense doute commence à troubler les esprits. L'idée qu'il faut surproduire pour qu'on surachète, c'est-à-dire l'idée qui domine la vie économique de tout le pays, est-elle si juste ? Quand le marché est saturé et que la production continue, que devenir ? On a fait une campagne de publicité pour que chaque famille achète 2 autos. Une seule ne suffit pas. On achète à crédit son auto, sa maison, son réfrigérateur, son pardessus, ses chaussures. Le temps vient pourtant où il faut régler son compte. Bref, il faut arrêter la surproduction puisqu'il manque la contrepartie et qu'on ne consent plus à suracheter, mais un tel arrêt ne va pas sans chômage et sans inquiétude pour l'avenir immédiat. Le malaise est là. Il va plus loin que l'effondrement de certaines fortunes, que la faillite, la disparition, le suicide de quelques hommes d'affaires. Il y avait un système économique qui semblait infaillible. Et voici que les principes qui ont fait la gloire de l'Amérique sont remis en question. Alors, l'économie des années 20, ici là, il nous le dit, Paul Hazard, on a des besoins insatiables, des besoins nouveaux, bref, on décrit un peu les États-Unis comme un champ illimité. On va même considérer que la maison, même la ferme, est une petite unité économique qu'il faut exploiter au maximum. On est encore loin du point de saturation, on commence à effleurer, on va dire ça comme ça, les promesses de l'avenir. Autrement dit, on est d'une période des années 20, c'est ce qu'on appelle les années folles, comme vous le savez bien. C'est une période d'énergie, de capital, d'échange, d'essor des télécommunications. On est en période de croissance, d'euphorie économique. Les États-Unis sont vus comme le pays de la richesse, surtout symbolisé par l'automobile avec la fameuse Ford T. On est aussi dans la reconstruction d'après-guerre. C'est aussi l'essor de la société du divertissement, de la radio, du cinéma, du jazz et des cabarets. Mais là, on va arriver du coup au crash de Wall Street. Et là, je vais demander à notre technicien d'afficher la première diapo où on voit donc une pieuvre et puis voilà, on le voit ici là. Donc en document 1, on a la page de journal du Daily News, ça date du 24 octobre 1929 et là c'est le Black Thursday, autrement dit le jeudi noir, on voit stock crash, donc je l'ai mis, c'est la chute des actions. Brusquement, on a une chute des actions à Wall Street. Alors ça va se passer en fait le lundi, le mardi, mais surtout le jeudi. D'accord ? Alors, ce qui va se passer dans ce crash boursier, dites, je vais vous donner quelques chiffres frappants.
La chute du Dow Jones américain, entre septembre et novembre 1929, ça va chuter de 40%. La chute totale du Dow Jones entre 1929 et 1932 va baisser de 89%. Et le mardi noir, le 29 octobre 1929, on aura 16 millions d'actions échangées à New York, donc à la bourse. C'est un record qui est absolu à l'époque. C'est dans une panique vraiment totale. En fait, ce qu'il se passe, c'est que le marché se rend compte que on a une déconnexion de l'économie réelle et de trop de bourses en fait à l'époque, de trop d'actions. Très simplement. On a donc des millions d'actions, je vous ai dit, qui sont vendues brutalement à partir du moment où on se rend compte. Et là, du coup, on a un effondrement massif des cours. Donc voilà, je simplifie. On reviendra où Marc pourra recompléter ce que je dis. Vraiment, je simplifie au maximum. Ensuite, du coup, cette brusque effondrement du marché, il va se répandre dans le monde entier. Et là, on le voit ici avec la couverture. Donc, c'est paru à Hambourg. On voit Crisis, on voit cette gigantesque pieuvre, The Octopus of Crisis, qui va se répandre dans le monde entier. Et là, on va avoir cet effondrement qui va se répandre dans le monde. Bref, on part de surproduction, de surconsommation, de crédit. On a un marché qui est saturé, du coup, on va se demander quel avenir. On croyait que le système économique semblait infaillible. Bref, à la bourse, on vend en panique, c'est le chaos, c'est un effondrement. Et du coup, par contre, je vous redonne comme 2-3 chiffres. Avant le crash de 29, le Dow Jones, c'est-à-dire pour les élèves ou les néophytes, le Dow Jones, c'est l'indice de la bourse américaine, il avait augmenté de 470% en 8 ans. Voilà. Alors que la production industrielle n'avait augmenté que de 50%. Donc je vous dis, là, le marché se rend compte que ça s'effondre, qu'il y a une déconnexion, et là, du coup, déconnexion finance et économie réelle. Alors du coup, cette crise-là, elle va s'étendre dans un premier temps à l'Europe, à l'Amérique du Sud, à l'Asie du Sud-Est, à l'Australie. C'est-à-dire la première vague va toucher les pays puissants, industrialisés. Ensuite, elle va se répandre en Afrique, en Inde, au Japon. Ça va être une deuxième vague dans les colonies dépendantes des États-Unis. Bref, dans le reste du monde. Puis après, qu'est-ce que ça montre en fait, ces flèches-là, que les économies du monde sont devenues interdépendantes, interconnectées. Les principales ressources impactées par la crise, ça va être le sucre, la viande, le café, le coton, la laine et le caoutchouc. Et en fait, à quoi servent ces ressources à l'époque ? C'est les besoins de première nécessité pour la vie des populations au quotidien, les vêtements, la nourriture, la consommation. Donc, on va passer d'une crise bancaire, d'une crise boursière, ensuite à une crise bancaire. On va avoir des banques qui vont faire faillite et on va tout de suite arriver à une crise économique. Donc, sur cette carte mentale-là, on voit la crise boursière, on passe d'une spéculation excessive à une bulle financière qui va éclater. On a un éclatement de la bulle. Une panique s'empare des marchés financiers. On a une perte de confiance des investisseurs. Donc, de crise boursière, on passe à crise économique. Puis après, forcément, des faillites, des actifs toxiques dont tout le monde veut se débarrasser. Ça va devenir une crise économique, comme j'ai dit, avec des marchandises qui vont être touchées, une restriction du crédit. Puis après, une faillite des entreprises parce que certaines vont plus pouvoir se financer à cause des faillites des banques. Puis après, ça va devenir une crise sociale, une hausse du chômage, d'accord, et une crise sociale. Voilà, ça va être du coup, là, vous avez tout le mécanisme de la crise de 29. Quelques petites anecdotes que vous allez retenir. On estime qu'il y a entre 9000, à peu près, entre 1930 et 1933, à peu près 9000 banques américaines qui vont faire faillite. Et s'il n'y a aucune assurance bancaire, du coup, quand une banque ferme, les épargnants perdent tout. Ce sont les fameux
bank run. Donc, on va avoir des files d'attente immenses devant les banques. Et on aura même, j'avais vu un document comme ça, on a même certains déposants américains qui dormaient littéralement devant leur banque, entre 1929 et 1933, pour être sûrs de retirer leur argent le matin. Aux États-Unis, on va avoir 3% de chômage en 1929. On va monter à environ 25% en 1933. En valeur absolue, on aura plus de 12 millions de chômeurs aux États-Unis. Donc c'est là où après, on va avoir le développement de la soupe populaire. Dans certaines villes, on aura même des fois des enfants qui vont fouiller les poubelles à la recherche de nourriture. Les salaires vont chuter de 30 à 50% dans certains secteurs. Et moi, j'avais vu un chiffre qui m'avait vraiment surpris, c'est le commerce mondial. Le commerce mondial, entre 29 et 34, il va chuter d'environ 65%. 65%. On va atteindre en Allemagne jusqu'à 6 millions de chômeurs en 1932. Donc là, c'est tiré, qui est paru en 2017 de Pierre Jovanovic, Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Cette image-là, si je dis pas de bêtises, ça doit être à la page 300, je reprends mes notes, 364, où là, on voit donc cette file de chômeurs en Allemagne et tout au fond, voter Hitler, très simplement. Donc là, ça va expliquer l'arrivée après des nazis au pouvoir, de l'extrémisme. Voilà, l'évolution de l'économie nazie. On va avoir une relance keynésienne. Donc là, ça sera plus de libéralisme, ça va être vraiment l'État qui va réinvestir dans l'économie. On voit les dépenses du régime nazi donc en millions de Reichsmark. On voit le bond qu'il y a entre 1928 et 1938. On voit qu'on réinvestit aussi dans les transports, les autoroutes, les fameuses Autobahn, et la production industrielle sur une base 100 qui va remonter. Dites, au niveau mondial, suite à la crise de 29, l'économie mondiale ne retrouvera son niveau d'avant-crise de 29 qu'en 1937. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. On a vu pas mal de documents, parce que je veux pas non plus prendre trop de temps à notre invité Marc. Donc voilà, je vous ai fait un résumé grosso modo, je vous ai donné des chiffres, quelques documents. Marc, je te laisse bien volontiers la parole si tu veux ajouter quelque chose. Oui, brièvement, une crise, quelle qu'elle soit, résulte d'une perte de confiance, que ça soit entre individus, ou que ça soit au niveau de la société, pour une économie ou une société où la finance joue un certain rôle. Alors dans le cas qui nous intéresse, 1929, eh bien là, la perte de confiance, quelle est-elle ? Tu l'as dit, effectivement, à partir du moment où entre 1919 et 1929, la croissance industrielle est bien plus faible que l'augmentation des cours boursiers, eh bien, on est amené à se poser des questions et commence à y avoir une perte de confiance. Parce qu'on comprend bien que les cours ne vont pas monter indéfiniment et qu'à un moment ou un autre, il y aura un rééquilibrage entre la finance et l'économie. Et donc, ceux qui le comprennent avant les autres vendent avant les autres, et puis ça déclenche peu à peu cet engrenage. Alors, perte de confiance par rapport à cela, donc la croissance infinie de la finance, en quelque sorte, par rapport à l'économie. Après ça, perte de confiance par rapport aux dettes, parce que les dettes, c'est un élément clé de la finance. Beaucoup de personnes s'étaient endettées pour acheter des actions à l'époque. Pourquoi ? Donc, ils se disaient, les actions vont augmenter, donc j'emprunte 100, par exemple, et puis sous peu, l'action vaudra 120, donc je la revendrai à 120, et puis je rembourserai les 100, et puis il me restera 20. Donc tout ça ne fonctionne que si ça continue à monter. Simplement, c'est un château de cartes. Et dès qu'une perte de confiance, justement, tout s'écroule, et tout s'est écroulé. Alors simplement, ça n'a pas, et tu l'as montré aussi à la fin, donc j'y reviens rapidement, ça n'a pas que des conséquences financières, on va dire, des conséquences sociales, appauvrissement, chômage, et puis perte de confiance par rapport au gouvernement, qui ont mené la population vers ce chaos, cette pauvreté. Et donc ça, effectivement, ça veut dire les régimes nazis et fascistes, parce que la population, une partie de la population n'a plus confiance envers les gouvernements. Voilà, donc pour résumer, perte de confiance. Et donc ça nous amènera aussi aux crises d'aujourd'hui, ou de hier, puisqu'on a parlé de la crise d'avant-hier.
Oui, exactement. Et donc, on a vu un peu le mécanisme, en tout cas ce que ça donne au niveau de la production, puis après, tout le schéma qu'a décrit David. Mais évidemment, à cette époque-là, il y avait quand même quelque chose qui n'existait pas encore. C'est ce qu'on appelle l'informatique et donc la finance numérique et numérisée. Et donc, à l'époque, ça s'est changé sous forme de bons, de tickets, voilà, c'était encore du à la main. Et pourtant, il y avait quand même des millions d'échanges dans des journées comme l'a très bien expliqué David. Simplement, Marc, vous nous expliquer une autre crise, cette fois que en tout cas, les gens de la génération Y ou des générations plus anciennes ont connu celle-ci, soit quand ils étaient étudiants, soit sur le marché du travail, quand ils étaient jeunes professionnels ou même déjà professionnels tout court, pour les retraités qui nous regardent aujourd'hui. C'est la crise d'il y a quasiment 20 ans. On va bientôt fêter l'année prochaine, on fêtera ses 20 ans. C'est la crise qu'on appelle la crise de 2008, mais qui, en fait, vous allez m'expliquer, Marc, commence en automne 2007 à Wall Street et qui se prolonge après et qui fait donc, comme David l'a expliqué, qui émarge partout avec l'économie mondialisée, qui après fait créer la crise de l'euro en 2011 et on se souviendra de ce qui s'est passé en Grèce et compagnie. Expliquez-nous un peu les mécanismes de l'histoire de cette crise de 2007-2009. Qu'est-ce qu'il y a en commun avec celle de 29 et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, ce qu'il y a en commun, c'est la perte de confiance. Ça, c'est l'élément clé d'une crise. Ce qu'il y a de nouveau, surtout deux facteurs, la digitalisation, donc tout ce qui est lié à l'informatique, ça permet d'accélérer énormément les processus. Alors, si tout va bien, très bien, mais à partir du moment où ça va mal, ça accélère le problème. Et puis, les produits dérivés, qui existaient en partie à l'époque, mais aussi maintenant, je montrerai quelques chiffres aujourd'hui. Leur volume est tout simplement énorme. Ce sont des paris, et j'expliquerai, je partirai de zéro, j'expliquerai pour tout le monde. Ce sont des paris finalement sur les faillites ou sur les défauts. Alors voilà, donc ces deux facteurs ont empiré la crise de 2008 par rapport à ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas une finance aussi forte, un monde de la finance aussi fort et dangereux. Alors, avant 2007, il faut savoir qu'aux États-Unis, les grandes banques impliquées dans l'immobilier et dans les prêts cherchaient des clients dits ninja. Ninja, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire no income, no job, no assets. C'est-à-dire vous n'avez rien, vous êtes au chômage, pas de fortune. Venez, vous êtes les bienvenus, on va vous octroyer un prêt. C'est curieux, vous allez penser de la part d'une banque. Comment ça se fait? Donc l'idée, c'était pas tout à fait comme ça en 1929, tout de même. Souvent, lorsqu'on essaye d'obtenir un prêt, la première question de la banque, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un travail? Sinon, ça une enquête de solvabilité, c'est ça qu'on appelle. Oui, c'est ça. Alors là, au contraire. Pourquoi? La banque octroyait un prêt, même logique. La personne achetait un appartement dans l'optique donc de le revendre sous peu. Et il s'attendait à ce que le prix augmente, puisqu'il avait augmenté toutes ces dernières années. Donc, si ça avait augmenté, ça devait continuer. Et là aussi, à un moment, ça s'est écroulé. Donc, ceux qui n'avaient rien, ou peu, et qui avaient reçu ces prêts, n'ont pas pu rembourser. Donc, perte de confiance, tout s'écroule. Alors, ce qui a été rajouté en plus par rapport à une crise du type 1929, c'est les produits dérivés dont je parlais, c'est-à-dire ces prêts sur les faillites. Alors, si vous voulez, je peux illustrer mes propos avec les trois graphiques que j'ai. Alors, je fais allusion à un produit dérivé. D'abord, qu'est-ce qu'un produit dérivé? C'est un contrat qui permet à un individu ou à une entreprise ou à une banque d'acheter ou de vendre à une certaine date des actions, par exemple, ou des devises. Voilà. Pour résumer, donc, vous pouvez signer un contrat, vous pourrez acheter telle ou telle action à telle date à un prix fixé à l'avance. OK. Alors, c'est présenté comme permettant une certaine couverture. Par exemple, une entreprise basée en Suisse et qui fait du commerce, je ne sais pas, avec la zone euro, aura besoin de se couvrir contre les fluctuations de l'euro, par exemple. Ou inversement, une entreprise basée en France qui fait du commerce en Suisse aura besoin de se couvrir contre les fluctuations du franc suisse par rapport à l'euro. Très bien. C'est comme ça que c'est présenté. Simplement, les volumes sont énormes et j'y viendrai dans un instant. Là, je vais donner un exemple de pari, un certain produit dérivé qui s'appelle un Credit Default Swap. Donc, dans le langage, vous voyez CDS, les gens déjà sont perdus. Personne ne sait ce que c'est. Alors, j'explique ce que c'est en 2 mots.
il s'agit de permettre, dans un cadre où une banque octroie un crédit à une entreprise, vous voyez la banque et l'entreprise apparaissent sur ce petit graphique, un certain montant, la banque, après coup, peut décider de s'assurer contre un défaut potentiel de l'entreprise. Alors, supposons que la banque ait octroyé le crédit, le montant X que vous voyez en haut, à une entreprise en 2019, juste avant le début de la Covid. Et puis, supposons que cette entreprise soit active dans le domaine du tourisme, restaurant, hôtel, que sais-je. Alors, la banque, après coup, va commencer à craindre que l'entreprise ne puisse pas rembourser ses dettes, 10 millions d'euros par exemple, et va acheter à une compagnie d'assurance ce qu'on appelle un credit default swap, donc ce qui permet une assurance soi-disant contre le défaut pour le même montant, 10 millions d'euros par exemple. Donc ça veut dire dans le cas concret où l'entreprise ne rembourserait que 3 millions au lieu des 10, eh bien la banque activera son produit, son credit default swap, et recevra de la part de l'assurance, de la compagnie d'assurance, la différence, en l'occurrence 7 millions. Alors dans cet exemple simple, on peut se dire, c'est utile, ça permet effectivement, dans cette logique en tout cas, c'est un produit de couverture. Alors sur le produit, sur le transparent suivant, on voit que tout à coup, la banque, au lieu d'acheter un produit qui correspond aux 10 millions, donc un seul crédit default swap pour 10 millions, on achète bien plus. Il y a un petit rectangle rouge. Donc, au lieu d'acheter des produits de couverture sur 10 millions d'euros ou de francs, elle en achète sur 100 millions, par exemple. X plus Y. Énorme. Qu'est-ce qui pourrait l'inciter à faire cela? Alors, permettez-moi de considérer deux scénarios. Premier scénario, l'entreprise rembourse les 10 millions et la banque reçoit les 10 millions d'euros, comme prévu. Second scénario, l'entreprise fait défaut, ne rembourse que 3 millions, par exemple. Et la banque va activer ses 10 produits dits d'assurance, 10 CDS, et va récupérer 10 fois la différence, 10 fois 7, 70 ou 70, suivant où on écoute. Donc bien plus. Donc pour résumer, la banque génère des profits énormes lorsque son client, l'entreprise en l'occurrence, fait défaut ou est en faillite. Alors ça génère bien sûr des incitations à ce que l'entreprise, les clients fassent défaut. Et dans le troisième transparent, vous avez la situation, finalement, où on arrive, où d'autres banques, où il y a une autre banque qui apparaît en bas à gauche, achète ses produits dits d'assurance alors qu'elle n'avait prêté aucun montant à l'entreprise en question. Au bout du compte, certaines de ces entreprises vont tomber en faillite et comme elles sont souvent dites too big to fail, non systémiques, c'est le contribuable qui va payer la facture. Alors, est-ce qu'on a un exemple concret qui correspond à ce que je viens de montrer? Oui, en haut à droite, l'entreprise, c'était justement Lehman Brothers, qui est tombé en faillite à l'époque, en haut à droite, dans la crise de 2007-2008. La compagnie d'assurance qui avait vendu ses produits, c'était la compagnie dite AIG, et qui avait acheté ces produits, c'était Goldman Sachs et d'autres banques. Donc pour AIG, c'était un pari sur le fait que Lehman ne tomberait jamais en faillite, que Lehman était bien too big to fail, était systémique. Et pour Goldman Sachs, c'était un pari au contraire sur le fait que, Lehman pouvait tomber en faillite. En l'occurrence, elle est tombée en faillite. Et Monsieur Paulson, qui était ministre des Finances à l'époque à Washington, a décidé que Lehman Brothers n'était pas too big to fail. Et à partir du moment où il l'a dit, elle était quasiment en faillite. Et AIG, à partir de là, ne pouvait plus payer toutes ces factures correspondant à tous ces produits. AIG était pratiquement en faillite et le gouvernement américain a décidé de renflouer cette compagnie d'assurance. Donc, une vraie finance casino, complètement absurde. Permettez-moi de donner un exemple par rapport à ces produits. Supposons que dans le cas d'une automobile, du marché de l'automobile, il soit autorisé d'acheter une assurance auto sur la voiture du voisin, par exemple. c'est ça, quoi. Ça revient exactement à ça. C'est une soi-disant couverture, mais c'est un risque qu'on n'a pas. Donc là, ça serait, vous achetez une assurance auto, mais pas sur la vôtre. Alors, mais comment allez-vous faire le choix? Donc pour un individu cynique, il va chercher dans son voisinage, voisin ou autre, des gens qui conduisent mal, n'est-ce pas? Et puis il va les inviter peut-être pour un apéro avec bien arrosé, avant que la personne en question effectue un voyage en Espagne pour ses vacances, par exemple. Arrosé, pourquoi? Pour que la personne ait son accident tout de même, parce qu'il aura tellement investi, acheté tellement d'assurance auto sur la voiture de voisin, qu'il faudra être sûr que cette personne ait bien un accident. Absurde.
c'est interdit dans tous les pays du monde, et pour ça, il n'y a pas besoin de milliers de pages de réglementation. 2 phrases suffisent. Si vous avez une voiture, vous devez acheter une assurance, et seulement une. Et seconde phrase, vous n'êtes pas autorisé à acheter une assurance auto sur la voiture d'autrui. Très très simple, trop simple pour le monde de la finance. Donc, pour le monde de la finance, il ne s'agit pas d'accident de voiture, il s'agit donc de faillite, de défaut, et donc de chômage. Parce que la crise de 2007-2008 a généré environ 30 millions de chômeurs de par le monde. Et c'est une finance casino qui génère le chaos, donc qui permet à certains de s'enrichir énormément, qui accroît la pauvreté ou la précarité d'une grande masse d'individus de par le monde, et qui permet aux hedge funds d'en profiter. Parce que les hedge funds aiment beaucoup le chaos financier, c'est parce que comme ça qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils génèrent des bénéfices, parce que des marchés stables et plats pour les fonds spéculatifs, c'est très ennuyeux. Donc plus il y a de chaos, mieux c'est. Donc voilà, on en est là, en 2026, ces produits sont encore autorisés, c'est pari sur la faillite, c'est pari sur les défauts. Voilà. Et il y a un excellent d'ailleurs sur ce phénomène, il y a un film très instructif sur ce sujet qui est sorti en 2011, qui était centré sur justement Henry Paulson, comme vous l'aviez expliqué. C'est le film Too Big to Fail, qui a été produit par HBO, qui montre ce qui s'est passé, quel était le dialogue entre les PDG et les CEO des grandes banques, comme Jeffrey Morgan, Goldman Sachs, etc., et le secrétariat d'État au Trésor public, donc dirigé à l'époque justement par Henry Paulson, qui expliquait bien justement ce phénomène, c'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis d'Amérique ont réimprimé énormément d'argent, ils ont fait tourner la machine à billets et ont recapitalisé ces grandes banques parce que si elles s'effondraient, elles faisaient faillite, tout le système économique américain et occidental et du coup mondial se serait effondré. Oui, alors pour rebondir là-dessus, ces grandes banques, les dirigeants de ces grandes banques se drapent dans les habits du libéralisme, mais manifestement, ils ne veulent pas comprendre le principe de base de cette théorie, qui consiste à dire que ceux qui prennent des risques les assument. C'est très simple. Donc eux prennent des risques et le contribuable les assume. C'est-à-dire qu'ils privatisent les profits et socialisent les pertes. Donc ça, ce n'est pas du libéralisme, c'est du vol. Je ne suis pas libéral, mais juste pour revenir à la doctrine elle-même, ça c'est du vol. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc il faut le savoir. David, je recommande un autre film, pardon, c'est Inside Job. Inside Job, c'est très intéressant. C'était Margin Call. Margin Call il y avait Kevin Spacey. Margin Call, très très bien. Et enfin, je sais plus quel autre acteur. Et c'est vrai qu'on les voit au début de l'histoire. C'est un type qui dit écoutez, ça va nous péter à la figure. J'ai fait des modèles prédictifs, mes statistiques. Le gars découvre que tout va s'effondrer. Il est viré. Je crois que c'est pour ça, si je me souviens bien. Enfin, peu importe. Et on voit que tous les dirigeants vérifient les chiffres, ils s'appellent tous à 3-4 heures du matin, personne ne dort, et ils leur disent, bon écoutez, on va s'effondrer, de toute façon ça reprend la faillite de Lehman Brothers, et ils disent, ils donnent leurs consignes très tôt le matin, avant l'ouverture des marchés à 9h30 je crois, enfin peu importe, et ils disent, écoutez, vous allez nous débarrasser de tous ces actifs toxiques, mais ils disent, bah oui, mais dès qu'on va faire ça, les autres banques vont être au courant, et ils disent justement, tout va se passer dès le premier quart d'heure, dès la première demi-heure ou dès la première heure. Il va falloir vendre tout très rapidement parce qu'après, ils vont tous se rendre compte. Et il y en a qui disent, mais non, attendez, on ne peut pas faire ça. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous, on ne peut pas refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Et là, on a des CEO de Lehman Brothers qui dit, oui, mais ils ont accepté, les clients ont accepté de prendre le risque. Ces gens-là ont accepté tout ça. Et on voit, ils leur disent, bon, écoutez, à leurs traders, si vous réussissez à vendre 50% de ces créances pourries, vous aurez chacun un bonus d'1 million de dollars. Et si à la fin de la journée, vous avez réussi à vendre les 3/4 de ces créances, vous aurez un bonus de 1,3 million de dollars par équipe. C'est complètement fou. Moi, je me souviens à l'époque de 2008, je finissais mes études de commerce international et on nous disait, je me souviens à l'époque, oui, avec le plan Paulson à 700 milliards de dollars, ça va aller, etc. Puis au final, ça n'a pas été du tout. Et David, d'ailleurs, on peut le dire, Margin Call est disponible en libre accès sur YouTube. C'est assez rare pour le signaler. Il est disponible en libre accès. Alors,
même si si vous intéressez plus au cinéma qu'à la finance, le casting est absolument incroyable, il est 4 étoiles. On a dedans Kevin Spacey, Jeremy Irons, Paul Bettany, Stanley Tucci, Zachary Quinto, Demi Moore, Simon Baker qui joue le mentaliste, ou encore Penn Badgley. Enfin voilà, il y a un casting absolument incroyable des plus grands acteurs de cette époque et qui jouent évidemment incroyablement bien dans ce film, des requins de la finance ou des employés de bureau ou ce genre de ou des traders. Donc ce genre de référence, si vous aimez un peu la culture cinématographique, voilà ce qu'on pouvait vous dire. David, un autre point sur lequel je voudrais t'entendre, c'est que une des grosses, comme l'a très bien expliqué Marc, l'une des grosses conséquences de la crise de 2008 et comment elle va être endiguée, c'est le surendettement des États, notamment qui vont se surendetter pour sauver des banques ou des assurances ou des entreprises financières, où on va avoir des dizaines de pourcents d'augmentation de dette publique sur PIB, et qui vont amener à une situation aujourd'hui où, qui n'est pas la seule, mais qui va accélérer le fait qu'aujourd'hui on a des États comme la France, les États-Unis ou autres qui ont 105, 110, 115, 130, voire pour certains 150% moi, c'est ce que je dis souvent aux élèves. Souvent, des fois, ils me disent monsieur, on comprend pas 125% d'endettement du PIB, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je dis, grosso modo, le PIB, c'est le total des richesses créées, produites par un État en un an. Je dis, autrement dit, si on prend tout, on prend la valeur des terrains, la valeur des entreprises, ce que vous avez à la banque, les salaires, ma chemise, le miroir derrière moi, on fait la somme de tout, même si on revend tout, ça ne suffirait pas à rembourser toute la dette des États. C'est ça, en fait, le ratio. C'est la valeur totale, en fait. Mais il n'y avait pas seulement que ça aussi. Il n'y avait pas seulement le surendettement des États, mais je me souviens en Grèce, qu'on disait, que les Allemands disaient à la Grèce, vendez vos îles si vous êtes trop endettés, tout ça. Et en plus, je crois que les Grecs l'ont quand même fait. Mais moi, à l'époque, en 2010-2011, je ne sais pas si je l'avais déjà sorti, cette anecdote-là, dans une de nos interviews, mais peu importe. En 2010-2011, j'étais acheteur industriel pour une entreprise suédoise en France qui fabriquait des cylindres de laminoir. Les cylindres de laminoir, ce sont de grosses presses très lourdes qui sont utilisées dans l'industrie. Bon, voilà. Et en fait, il y avait des entreprises, voyant un peu la panique sur les marchés, ils se mettaient à acheter des matières premières, mais à la volée, à la pelle, à tel point que ça crée une envolée des prix des matières premières et de certaines matières premières. Mais moi, je vous parle de mon vécu, de ce à quoi j'ai été confronté. Nous, on devait acheter, par exemple, de la vermiculite. La vermiculite, c'est une matière que vous mettez sur les fours, sur les parois des fours, pour protéger les parois face aux éclats de quand ça chauffe. Alors nous, on a acheté énormément parce que c'était des fours qui faisaient 10, 15, 25 mètres de long. Et puis j'achetais ça, la vermiculite, et j'appelais mes fournisseurs en Lorraine, en Aquitaine, etc. Ils me disaient, il n'y en a plus. Toutes les entreprises, toutes les fonderies en achètent. Je disais, c'est pas possible, il en reste bien au fond d'un tiroir, quelque chose comme ça. Ils disaient, non, il n'y en a plus. Mais je dis, mais écoutez, nous, c'est terrible. Mais c'est pas possible, comment ça se fait que vous n'en avez plus? Ils disent, il y a des entreprises qui ont peur, qui sont, voilà, la crise de 2008, ça devient une crise économique. Ils ont peur, ils achètent tout. Du coup, on n'a plus de stock. Et je dis, mais attendez, nous, on en a besoin. Si on peut plus fondre nos pièces, après, on se retrouve au chômage. Nous, les ouvriers ont besoin de travailler. Au final, on avait quand même mis au chômage partiel une partie des ouvriers. Le DRH avait vraiment été très très bien à l'époque. Il a dit, moi je veux virer personne, du coup je préfère faire un chômage partiel. Puis je dis, mais c'est pas possible, il n'y a plus de vermiculite. J'essayais de trouver des fournisseurs jusqu'en Turquie, j'appelais même jusqu'en Russie. On me disait, non, il n'y en a plus. Et puis en fait, on m'avait expliqué aussi qu'il y avait aussi une crise des matières premières. Quand on vous dit la raréfaction des matières premières, il n'y en aura plus, etc. Alors c'est vrai que c'est exagéré. Du pétrole, du gaz, il y en aura encore. Certains vous disent, oui, voilà, il y aura plus de matières premières pour les générations futures, pour le développement durable. En fait, il y en a encore des matières premières, mais c'est vrai quand même que moi j'ai été confronté à ça. On m'a dit, écoute, un des seuls gisements principaux de vermiculite, il est en Afrique du Sud.
Et ce gisement-là, il vient d'arriver, il est épuisé. Il n'y en a plus. Et du coup, les seuls stocks qu'il y avait ont été achetés par des entreprises et renforcés avec cette crise économique, il n'y a plus de stock. Alors du coup, on avait réussi à trouver quand même un fournisseur qui nous vendait de la perlite. C'est un espèce d'ersatz en fait, mais qui n'avait pas les mêmes spécificités techniques, qui n'étaient pas aussi bons. Et au final, après, on a retrouvé des gisements, notamment aux États-Unis. Les États-Unis, encore une fois, voilà, c'est intéressant. Et maintenant, ça y est, il y a moins de pression sur cette ressource. Mais la raréfaction de certaines matières premières sont vraies. Certains États vont faire du stock, comme la Chine aujourd'hui, avec les métaux rares ou ce genre de choses-là. Donc ça, c'était une chose. J'en reviens, ça c'était l'anecdote, c'est cadeau. J'en reviens, ce que tu dis, à l'endettement des États. Oui, les États, ils ne peuvent pas, ce que disait Marx, c'est too big to fail. On ne peut pas laisser tomber certains États. Du coup, les États vont faire après marcher la planche à billets, tout simplement, et c'est de l'argent qui est bâti sur rien du tout, en fait, dites-vous bien que la monnaie, la première valeur de la monnaie, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas les stocks d'or, pas encore, c'est la confiance. Ce que vous avez, la valeur d'une monnaie, la valeur d'une devise, n'importe laquelle, c'est d'abord la confiance que vous mettez dedans. Voilà. Et puis après, force de faire tourner la planche à billets, Marc, justement, ouais. Forcément, après, on arrive à une perte de confiance. Et du coup, après, c'est ce que les États font tourner pour, comme vous le savez tous, là, c'est une porte ouverte, mais après, pour sauver les banques, des banques systémiques. Et du coup, après, là, on se retrouve, mais il n'y a rien qui a été résolu. Rien du tout. Tout ce qu'on a eu, c'est juste des sursauts. Tu disais, pardon, Nicolas ? Il n'y a rien. Non, je dis, Marc l'avait très bien expliqué, ça me permet de me retourner vers Marc. Donc, justement, sur ce point-là, ce qui a surpris beaucoup de monde, mais finalement, avec le recul, on comprend, mais c'est le manque de conséquences qu'il y a eu sur le monde de la finance, c'est-à-dire, les crises, ça arrive, c'est dans les systèmes humains, civilisationnels, il y a régulièrement, chaque génération, 2 générations, 3 générations, des crises systémiques qui arrivent, il faut, en guillemets, rebooter le système ou changer de système. Et ça a été fait malheureusement pour le pire dans certains pays après la crise de 29, comme l'avait expliqué David avec l'arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne. Là, ce qui a été assez impressionnant, Marc, c'est que, ok, il y a une crise, machin, etc., il y a des responsables, mais les responsables n'ont pas été punis. Il n'y a pas eu de reboot du système. Alors, expliquez-nous un peu ce système-là. Non seulement le too big to fail, mais en plus l'absence de sanctions qu'il y a eu pour les responsables de cette crise de 2008. Oui. Notamment, c'était sous le gouvernement Obama. Oui, c'est ça. On dit too big to fail pour les banques et too big to jail, donc trop gros pour aller en prison, pour les directeurs des grandes banques. Ces gens-là ne vont jamais en prison. Et quand certains politiques vont en prison, on a vu en France, c'est pas un banquier, on a un ancien président de la République, ils sont allergiques à prison. Ils y restent le moins longtemps possible. Donc, ces gens-là, ils courent pas de risques, ils parlent beaucoup de risques, de libéralisme, mais ils n'en prennent pas. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a des groupes de pression très puissants qui sont en situation d'imposer à la société leurs intérêts. Et beaucoup de politiciens suivent cela. Donc, c'est assez déplaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça se reproduit. Alors, il faut le savoir. Pour revenir à la dette, si on considère pas seulement la dette publique, mais l'ensemble de la dette privée, tout, si on rassemble celle tout des cela, ménages, celle des entreprises, voilà, etc. Les banques aussi, on est entre 3 et 4 fois le PIB mondial. Donc la dette, c'est un business. On paye les anciennes dettes avec de nouvelles dettes. Et il y a une technique qui est apparue qui n'existait pas en 1929, c'est la titrisation. Dans mon exemple, lorsque les banques américaines avant 2007 cherchaient des clients ninja, donc qui n'étaient pas solvables, etc., ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles ne gardaient pas ces créances dans leur compte, elles les revendaient, donc elles titrisaient ces créances à des investisseurs. Donc ils se repassaient la patate chaude. Donc voilà, on a des dettes énormes, un volume de dettes énormes qui circulent. Et donc, ça fragilise encore plus le système. Et j'en reviens aux produits dérivés. Comme, faut pas être naïf, ce sera pas possible de rembourser l'ensemble de cette dette, eh bien, vous avez des paris qui existent à grande échelle dans le cadre de cette finance casino et qui permettent justement de parier sur les faillites, les défauts d'entreprises. Là, j'ai peut-être un petit graphique qu'on pourrait voir d'abord avec 3 courbes que je pourrais expliquer rapidement. Voilà.
Donc là, ça nous projette vers 2023-2024. En bleu, on a le PIB mondial, donc un peu plus de 100 000 milliards de dollars. En rouge, on a les dettes mondiales, tout compris, à peu près 3 fois le PIB mondial. Mais en fait, si on rajoute certains dérivés, on est à 4 fois le PIB mondial. Donc là, encore une fois, trop de dettes, pas possible de tout rembourser. Et on a eu des exemples dans l'histoire. L'Allemagne, je ne parle pas de la Grèce cette fois-ci. L'Allemagne, 2 fois dans l'histoire, n'a pas pu rembourser l'ensemble de ses dettes, après la Première et après la Seconde Guerre mondiale. Et comme ce n'est pas possible de rembourser toutes ces dettes, vous avez en vert les produits dits dérivés. Donc, c'est Paris sur les faillites. Le plus souvent, pas seulement, mais le plus souvent, c'est ça. Paris, donc, sur les faillites ou les défauts d'entreprise. Ça fait à peu près, en vert, 7 fois le PIB mondial. Selon les sources de la Banque des règlements internationaux, CIS à Bâle. Maintenant, sur le graphique suivant, on a des données. C'est petit, mais je vais juste vous dire un mot. Vous n'avez pas besoin de prendre vos lunettes. Ce graphique suivant, donc voilà. C'est le volume de la valeur nationale des produits dérivés pour la Suisse, seulement pour la Suisse. Et c'est fourni par la bourse suisse. Donc là, j'ai des données qui datent de fin juin 2025. Et en jaune, vous pouvez me faire confiance, vous pourrez vérifier à l'occasion, mais si vous le souhaitez. En jaune, vous avez les produits dérivés sur equity en anglais, donc sur action. Seulement ça en jaune. Le chiffre est très long, vous voyez, qui déborde un peu. C'est environ 220 millions de milliards de francs. Je répète, 220 millions de milliards de francs. Seulement pour la Suisse. Chiffre officiel. Et ça correspond, pour vous ayez une idée, à peu près 260 000 fois le PIB suisse. Pas 260 fois. 260 000 fois le PIB suisse. Et ça, c'est certainement pas une exception. C'est vrai dans d'autres pays, avec des facteurs différents. Et ça varie de semaine en semaine. C'est entre, grosso modo, 1000 fois le PIB suisse et 260 000 fois le PIB suisse. J'ai envoyé un courriel à l'époque à l'institution en question qui avait publié ces chiffres avec 2 questions. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Ça peut arriver. Tromper ou de mal placer la virgule. Est-ce qu'il y a des zéros en trop? Oui, par exemple, c'est ça. Et sinon, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Réponse, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'explication. Donc, voilà, c'est une bombe à retardement. C'est super, c'est bien, ça fait plaisir. Donc, c'est vrai en Suisse, c'est vrai en France avec une autre échelle, certainement, mais c'est vrai aussi. Des produits, des volumes énormes, des paris dans le cadre de cette finance casino. Et voilà, ça tourne. Donc, pour moi, c'est une crise permanente avec des phases plus ou moins aiguës et plus ou moins relativement un peu plus calmes. Mais c'est une crise permanente dont certains tirent profit. Encore une fois, je faisais allusion aux fonds spéculatifs. Lorsqu'il y a une phase aiguë d'une crise, eh bien, ces fonds spéculatifs peuvent en tirer profit à grande échelle. Donc voilà pour illustrer. Ça, c'est pour les plus riches. Maintenant, dernier graphique pour les plus pauvres, c'est la distribution des revenus au niveau mondial. Vous voyez, on a à peu près 8 milliards d'individus. Vous voyez l'axe population environ. Et puis, à la verticale, j'ai mis les revenus parce qu'en milliards de dollars. Vous avez des individus qui gagnent plusieurs milliards. J'ai pas dit millions, parce que les millions, c'est des losers, là. Des milliards de dollars par an. Donc, qu'est-ce qu'on observe, cette distribution des revenus? Eh bien, pas grand-chose. C'est plat. Et puis après ça, ça monte à la verticale. Plat pour, on va dire, 99,99999% de la population, qui sont invisibles. On a environ 45% de la population qui survit avec moins de 7 dollars par jour. C'est dire. Et puis, vous avez sur la partie verticale, en rouge, des gens comme Bezos et d'autres, Elon Musk et d'autres. Bezos, pour ne prendre que son exemple, le 13 juillet 2020, il a perçu 13 milliards de dollars en un seul jour. Sa fortune a augmenté de 13 milliards de dollars, pas de millions. 13 milliards de dollars, c'est, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 fois le château de Versailles. Et c'est basé sur rien en plus, Marc. C'est que sur la titrisation et sur la finance casino. C'est pas basé sur la valeur économique réelle. Non, c'était pas. Cette journée-là, c'est lié à l'augmentation des cours d'Amazon, dont il détenait à l'époque 11%. Et pourquoi le cours a augmenté? C'est pas lié au fait que lui avait réalisé une bonne affaire particulière avec un certain flair. C'était une décision de la Banque centrale américaine, ce jour-là, qui a permis à ses actions et près 10 fois le château de Versailles, mais qui a été construit, lui, en 50 ans. Lui, c'est en un jour. Ouais, non, c'est aussi le double de ce que 1,3 milliard d'Africains ont perçu le même jour. Donc là, soyons clairs, ce genre de distribution des revenus est incompatible avec une quelconque démocratie, que ça soit bien clair. Incompatible.
C'est un coefficient de Gini, si vous ne le connaissez pas dans le développement, on a un coefficient de Gini qui est quasiment à 1. On est sur un chiffre complètement... Voilà, complètement. Donc c'est une oligarchie qui fait semblant dans certains pays de promouvoir la démocratie et qui prend les décisions pour le commun des mortels. L'oligarchie, le pouvoir de quelques-uns. Bon, les quelques-uns, on les connaît. Donc voilà, il n'y a pas de place pour la démocratie, que ça soit clair, pour ce genre de distribution de revenus. Mais merci beaucoup Marc pour ces graphiques, on vous remercie bien entendu. David, dernier point avant qu'on passe à notre dernière partie de l'émission sur la situation actuelle. David, je voulais t'entendre justement sur cette répartition des revenus et sur les gagnants de cette crise depuis les années 2000. Donc tous ces patrons de grandes boîtes et de fonds spéculatifs et de grandes entreprises du numérique et compagnie qui ont fait des fortunes absolument gigantesques qui sont basées pour quelques millions qui sont basés sur une valeur réelle de données, de ce qu'ils récupèrent, mais pour la grande majorité de leurs fortunes qui sont basées que sur des évolutions de la bourse et de jouer sur la dette et des produits dérivés, etc. Aujourd'hui, on a de ces chefs d'entreprise, de ceux qu'on a parlé, qui aujourd'hui sont plus puissants financièrement que des États. Et donc ça pose un énorme problème, comme l'a dit Marc, au niveau démocratie et au niveau développement du pays. C'est maintenant, vous avez même, je crois que c'est Walmart, j'en avais déjà parlé de ça, hein. Ils ont un chiffre d'affaires qui est 1,5 fois plus puissant que le PIB de la Belgique. Vous avez des entreprises, maintenant en fait leur chiffre d'affaires c'est l'équivalent du PIB, le nombre d'employés c'est l'équivalent de la population active dans un pays. Vous avez maintenant certaines entreprises qui sont plus puissantes de certains États, mais dont vous n'avez pas encore à mesurer une certaine territorialisation. Elles ne sont pas encore territorialisées, elles ne revendiquent pas encore un territoire à elles, mais ça ne saurait tarder. J'en avais déjà parlé, Disney est en train de... Bon, Disney, ils n'ont pas la meilleure situation financière qui soit, mais... on sait, ils sont en train de construire, je crois, une ville en Californie. De dire que ça sera une ville Disney. Vous aurez peut-être plus tard certaines... Quoi ? Pareil pour Apple, hein. Oui, Apple, c'est ce que j'allais dire. Hein, pareil pour Apple, où ça va être d'autres grandes entreprises comme Amazon, ou peu importe, ou Tesla, qui vont avoir de grandes usines, qui vont à côté construire des logements pour leurs employés qui vont au final s'arroger des villes entières. Mais c'est ce qui s'est passé avec Krupp notamment à Essen. À Essen, hein, le grand industriel allemand, tout ça. Mais il faut savoir aussi que suite à la crise de 2008, on avait beaucoup moins d'argent en Europe. Il y a eu un besoin de liquidité. Donc il y a des États qui ont profité de la crise pour avancer leur pion sur l'échiquier géopolitique international, notamment en prenant le contrôle d'entreprises stratégiques. C'était notamment les Chinois qui ont racheté, je crois, 14 ou 16 ports en Europe. Ça a été Mittal qui a racheté Arcelor. Ça a été les États-Unis aussi qui ont massivement investi en Europe. La dernière fois, je voyais un chiffre, comme vous le savez, je suis en train d'écrire un livre là sur la guerre économique en France. En 2015, au lendemain de la crise, on va dire, hein, de 2008-2010, 50% des investissements américains allaient en Europe. Donc, vu qu'on avait besoin de liquidité, vu que ça n'allait pas, l'Europe est encore la poule aux œufs d'or. Et du coup, il y en a qui ont proposé de racheter des entreprises stratégiques, d'avancer leur pion. Notamment, les Chinois, mais vous allez voir que pas encore, mais bientôt, moi, selon mes analyses, un jour, l'Inde va se réveiller. Et l'Inde, là, après, ça sera peut-être pas comme la Chine, mais ils vont se mettre à investir massivement, voire à racheter de plus en plus d'entreprises stratégiques. Ils n'en sont pas encore là, mais Mittal qui rachète Arcelor, c'est déjà quelque chose, d'incroyable. Ça donne déjà le là de ce qui pourrait se passer. Quand vraiment l'économie indienne et une certaine classe moyenne sera suffisamment développée.
Je vais me retourner vers Marc pour la dernière partie de cette émission. Maintenant qu'on a fait un peu d'historiographie, de chronologie sur justement la crise financière et qu'on a expliqué, on l'a très bien expliqué grâce à vos deux schémas que vous nous avez apportés avec vos slides et vos PDF. On a compris un peu les mécanismes et ce qui se cachait derrière. On va parler de la situation actuelle. En dehors des considérations géopolitiques, Marc, comme on l'a dit, ces 20 dernières années, les problèmes liés à la crise de la fin des années 2000 n'ont pas été réglés. Et on se retrouve aujourd'hui dans des situations financières qui sont intenables. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau des marchés et des économies mondiales qui sont en fait tellement fragilisé que le moindre événement géopolitique ou sanitaire ou autre, en fait, peut complètement faire vaciller nos économies. C'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Les marchés sont caractérisés par une très grande opacité et complexité. Pourquoi ? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est que ces deux facteurs génèrent des profits et du pouvoir. Plus le domaine est complexe et opaque, moins les gens comprennent ou veulent comprendre, ou ceux qui sont ceux qui sont dans les gouvernements et d'autres, et plus les grandes banques en profitent. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête comme cela, puisque les dirigeants des banques les plus importantes ont compris finalement, elles ont tiré les leçons de ce qui s'était passé, qu'elles pouvaient continuer, même accélérer le processus, que les dirigeants ne risquaient rien du tout. Donc ça, non seulement rien n'a été fait sur le fond, mais ça a empiré. Pourquoi ? Parce que après la crise de 2007-2008, certains sont venus en nous disant « Ah, on a la solution, c'est la finance décentralisée, c'est les crypto-devises, etc. On va contourner les banques. » Ça, ce n'est pas la solution. C'est un autre problème. C'est un nouveau problème qui se crée. Donc c'est ce qui s'appelle le mouvement libertarien, qui prétend trouver des solutions. On a quelques représentants de par le monde, avec Milley, avec Trump. C'est cette logique du néolibéralisme qui est approfondie en quelque sorte, où finalement tout est permis. Tout est permis, et cela accentue les crises, parce qu'il n'y a pas que la crise, il n'y a pas que la dimension financière de cette crise, il y a la dimension sociale, avec ces inégalités insupportables, cette injustice insupportable, crise environnementale. En fait, tous les voyants sont au rouge. Donc je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire lorsque les voyants sont rouges, on arrête, on réfléchit, stop, et on va dans une autre direction. Non, là, il faudra accélérer. Maintenant, se rajoute à cela les guerres. Ici, là, c'est insupportable, les massacres d'enfants, de femmes, d'innocents. Voilà, la guerre est devenue un business. Donc voilà, c'est une crise permanente en quelque sorte, avec des soubresauts de plus en plus fréquents. Et tant que on ne dira pas stop et qu'on sifflera la fin de la récréation, ça va continuer. C'est un cynisme sans limite de la part de cette oligarchie qui pense qu'un jour elle ira sur la Lune ou sur Mars et puis qu'elle nous laissera nous débrouiller. Bon, moi, je leur souhaite bon voyage, s'ils pouvaient y aller et puis y rester. Peut-être qu'on se porterait mieux sur Terre, nous. C'est un peu, ça rejoint pas mal d'œuvres de science-fiction. On essaiera de les analyser dans notre émission, justement, Geek et politique avec l'ami Simon, où on parlera des œuvres comme Elysium, où il y en a plein, on va pas les citer aujourd'hui, mais effectivement de déconnexion d'un petit pourcent de la population d'élite qui vit au-dessus de ses moyens et au-dessus d'une reste de population qui est dans un chaos permanent. Et c'est un peu les prémices de ce qui est expliqué. On est en plein dedans aujourd'hui. Marc, quel serait, maintenant qu'on a expliqué, quel serait selon vous, parce que là on fait un travail d'information, de vulgarisation, de pédagogie, d'éducation populaire, que sur le cercle Aristote, on essaie de le faire à notre petit niveau. Quelles seraient les solutions ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus de s'informer au niveau des actes, voilà, au niveau de la prise de décision, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour rétablir la situation ? Certains des auditeurs sont situés en France, si je ne m'abuse, et dans ce pays, on fête chaque année la supposée fin des privilèges, le 14 juillet. Eh bien, manifestement, il faut aller jusqu'au bout, parce que les privilèges sont extrêmes, bien plus forts qu'en 1789, bien plus forts. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, donc en fait, ce qui est fêté le 14 juillet, c'est que justement, la révolution en question ne soit pas allée plus loin, qu'elle se soit arrêtée là, et qu'elle a permis à des privilégiés
votre futur privilégié d'en profiter. Donc là, il faut bien comprendre qu'on en est là. C'est-à-dire, il faut en finir avec ces privilèges insupportables et ce cynisme insupportable qui nous mène à des guerres sans fin. Et donc, il ne s'agit pas de mesurettes, là. C'est un vrai changement de société. C'est une vraie révolution, en quelque sorte. Hein, un vrai reboot du système. Oui, parce que le système est en bout de course. Il est complètement essoufflé. Le système tel qu'il a été créé à l'époque, tel qu'il s'est développé, on va dire au 19e siècle, à un moment donné de son histoire, a généré des progrès, on va dire pour la santé, l'éducation, au niveau scientifique, même s'il y avait bien sûr énormément de misère en Angleterre, ailleurs, le colonialisme, etc., bien sûr. Mais là, tous les voyants sont au rouge. Donc les choses sont dynamiques. Un système donné à un certain moment peut générer des progrès. Après ça plus. Vous savez, c'est le cas de tout le monde en fait. Les individus, les espèces, on est confronté souvent à 3 phases. Phase de croissance pour les enfants, par exemple les individus. Après ça, on est adulte, stabilité, puis une phase de déclin, malheureusement. Dégénérescence, ouais. Alors ça peut être pour les individus, pour les espèces et pour les sociétés. Et je connais pas d'exception. Si vous prenez le Moyen-Âge, si vous prenez la Rome antique, le plus souvent il y a ces 3 phases. Et là, on nous explique que le capitalisme devrait vivre éternellement. Non, on est dans la phase de déclin complète du capitalisme. Et le problème, c'est qu'il risque de nous entraîner dans sa chute. Donc, pourquoi y aurait-il une exception aujourd'hui? Il y a toujours eu a priori ces 3 phases. Donc voilà, changer de système, un système qui respecte le genre humain au lieu de le détruire à grande échelle. Si on prend l'exemple du réchauffement climatique, plus 3, plus 4 degrés à la fin du siècle, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Ce n'est pas marginal. Qu'est-ce que ça veut dire pour les générations à venir qui ont autant que nous le droit de respirer de l'air frais et de boire de l'eau fraîche, de boire de l'eau pure? Oui, donc il y a beaucoup de dimensions là. Puis même là, surtout là, ce qu'on voit, c'est que justement, ça crée alors au-delà des problèmes qui sont un peu plus difficiles à appréhender pour le genre humain, qui vont qui vont se passer dans les prochaines décennies, les prochains siècles. Là, ça arrive directement maintenant. On parle de crise financière, on parle de perte de pouvoir d'achat, d'augmentation des gens qui n'arrivent plus à travailler, des gens qui n'arrivent plus à se loger, des gens qui sont dans une détresse sociale, des guerres, des manques d'approvisionnement. Donc là, on est sur des conséquences concrètes là aujourd'hui, dans tous les jours, en plus des problèmes futurs que ça va créer au niveau des ressources, au niveau de l'habitabilité de la Terre, etc., que vous l'avez expliqué. Donc c'est clair qu'il y a un coup de barre à donner maintenant. David, justement, sur ce qu'il y a à comprendre de la situation actuelle et sur ce qui peut être fait justement à notre niveau, en plus simplement d'informer et d'essayer de décortiquer ce qu'il y a à décortiquer à notre petite échelle. Nous ne sommes pas omniscients. Attendre que ça s'effondre, ça allait trop loin. Non, je suis un peu pessimiste, mais c'est vrai que il faut un reboot. Je suis totalement d'accord avec Marc, parce que ce qu'ils nous font, c'est des mesurettes. Mais là, vous avez pas vu. Enfin, écoutez, moi, je suis enseignant agrégé. Ils vont supprimer entre 4000 et 8000 postes de profs en France. Il y a déjà des classes qui sont à plus de 30 élèves. Attendez, parce que là, je suis énervé quand je vois des trucs comme ça, moi. C'est vous les auditeurs, c'est nous. Nous, à notre bas niveau, qui le payons. Attendez, je vous sors une anecdote, moi. Une école en France, là, près de chez moi, là, il y a quelques années, pour économiser le salaire d'un prof, alors je sais plus, je crois que c'était un prof de physique-chimie ou un prof d'histoire-géo, comme moi, enfin, peu importe. Il y avait 2 profs qui avaient cours dans 2 classes côte à côte. Il y en a un qui part en retraite. Bon, soit. Il en reste plus qu'un. Ils avaient déjà 2 classes de 30 élèves. Déjà, une classe de 30 élèves en 1 heure fait participer tout le monde. Tu peux pas entendre tout le monde. Tu peux pas être vraiment pour les apprentissages de chacun des élèves. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abattu le mur entre les 2 salles de cours. Le prof restant s'est retrouvé avec une classe de 60 élèves. C'était tellement le bordel dans son cours, excusez-moi, mais bon, voilà, il a pu tenir à la fin de l'année que la moitié du programme. À la fin, qu'est-ce qu'a fait le lycée? Ils ont rebâti le mur et ils ont rembauché un autre prof. Oui, voilà. Et du coup, après, c'est les élèves, ça, qui en pâtissent. Nous, en fait, ça va être les fonctionnaires, mais ça va être encore autre chose. Ça va être des mesurettes. Mais comme le dit si bien Marc, c'est des mesurettes.
moi, je vois bien, nous les profs, on est les variables d'ajustement budgétaire. On le paye tout ça, mais il y en a qui commencent à comprendre que ça va pas durer longtemps. Je l'avais déjà parlé dans mon premier bouquin vers les États-Unis. On a notamment les anciens États confédérés qui sont en train de constituer maintenant depuis une dizaine d'années. Le bouquin, j'ai sorti en novembre 2019, janvier 2020. Déjà, je crois que ça doit être 2015-2016, donc il y a déjà une dizaine d'années, il y a déjà d'anciens États confédérés aux États-Unis, comme le Tennessee, l'Alabama, le Texas, peu importe, la Louisiane aussi, je crois, qui constituent leur propre stock d'or sur leur territoire. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Si ça, c'est pas un signal clair, c'est qu'on a certains États qui se préparent à quelque chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retrouver notre souveraineté. La souveraineté, ça veut dire quoi? Parce qu'on sort ce mot-là à tout bout de champ. Sinon, on est là pour vulgariser, c'est-à-dire quoi? La souveraineté, c'est la prise de décision. Il faut reprendre le contrôle, la prise de décision, l'indépendance du pays. Faire ce qu'il faut. Et arrêter de vendre nos fleurons stratégiques. Excusez-moi, je parle encore, mais bon, c'est un peu mon cheval de bataille en ce moment. Arrêter de vendre nos fleurons stratégiques et de laisser filer ça à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire à notre humble niveau? Ben oui, s'informer, mettre ses économies à l'abri, voilà. On est un peu désemparés. C'est des phénomènes qui nous dépassent. On se sent désemparés. Et même, on est énervé. C'est clair. C'est nos générations futures, tout ça, qui vont le payer. Sinon, ben, j'ai envie de vous dire, ben, si vous pouvez, partez à l'étranger. Si vous êtes jeune, partez à l'étranger pour essayer d'aller vers des pays prometteurs, comme la Malaisie, l'Indonésie. Bon, ben, après, c'est difficile. Hein. Faut maîtriser la langue. Il y a la barrière culturelle, la barrière de la langue. À notre humble niveau, on peut pas faire grand-chose. Et puis, le problème, c'est comme aux États-Unis. On est coincé dans un système qui est biparti, entre gauche et droite. Et puis même le système le sait, et ils essaieront quand même de maintenir quand même des gens acquis à leur cause. Même voter, c'est délicat, on en voit les limites maintenant. Hein. Les Français, par définition, on est la nation de la Révolution. En Europe, je veux dire, le printemps des peuples, la révolution des peuples en 1848, s'il n'y avait pas eu la Révolution française, il n'y aurait pas eu l'indépendance de la Belgique. Et il n'y aurait pas eu, les idées de liberté, d'égalité, la fin des privilèges, comme le disait Marc. Tout ça, ça vient de la France. Et moi, je me souviens quand il y avait eu en Grèce les manifestations sur la place Syntagma, tout ça, il y a quelques années. Je me souviens qu'il y avait eu un manifestant, il avait dit « On attend que les Français se révoltent ». Et en fait, d'où ça pourrait se corriger, mais d'où la prochaine crise va partir, c'est une étincelle. C'est juste un petit déclenchement, une petite étincelle qui après va mettre le feu aux poudres. Et c'est de là où après ça va se déclencher. Mais c'est surtout, comme Marc le disait, c'est le lien après possible avec la guerre. Si vous avez une crise économique qui se profile, certains pays vont essayer de récupérer leurs billes. Ils vont essayer de dire « hop, stop, moi j'essaie un peu de me fermer », ça veut dire qu'il va y avoir moins d'ouverture. S'il y a moins d'ouverture, ça peut mener donc à moins de puissance. S'il y a moins de puissance, ça peut mener à des difficultés internes. Ça peut donc mener à moins de croissance, à moins d'argent. Donc pourquoi pas à certains États qui veulent récupérer leur souveraineté à l'intérieur de ces États, par exemple la Catalogne. La Catalogne, c'est à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 20% du PIB espagnol. C'est d'abord les États riches qui demandent à vouloir l'indépendance. Si là, je fais le lien avec mon premier bouquin, j'essaie de dresser des liens pour intéresser les auditeurs. Si le Texas demande son indépendance, c'est parce que c'est un État qui est très riche aux États-Unis. La Floride, c'est pareil. La Catalogne, c'est pareil. C'est pas d'abord des entités des régions pauvres. Si vous regardez en Belgique, 70% du PIB belge, c'est en Flandre, c'est pas en Wallonie. C'est pas la Wallonie qui va demander son indépendance. C'est d'abord la Flandre.
C'est dans les Flandres, ouais. Merci beaucoup David. On va justement terminer l'émission. Marc, un mot de la fin par rapport aux perspectives et ce qu'il y aurait à retenir entre guillemets de cette interview de cette émission. On vous remercie d'y avoir participé. Voilà, mais un mot de la fin et peut-être une perspective un peu plus positive que des éléments qu'on a pu dire aujourd'hui qui font justement ce travail de vulgarisation. Oui, je reviens rapidement sur ce qui vient d'être dit en ce qui concerne l'éducation. C'est effectivement un scandale. Oui. Et donc, pourquoi faudrait-il octroyer plus d'argent pour des missiles et moins pour l'éducation? Au nom de quoi? Donc, moi, de la défense de nos valeurs, Marc. Vous n'avez pas entendu le discours des politiques, c'est la défense de nos valeurs. Soi-disant. Donc là, on a probablement une différence de perception, David et moi. Moi, je suis, par rapport au nationalisme, j'ai un grand rejet. Et voilà, donc moi, je veux une éducation pour les enfants. Je veux pas qu'il y ait plus d'armes ici ou là. On a vu l'exemple des F-35 en Suisse, mais c'est un délire complet. C'est un gouffre financier. Les prix sont déjà envolés avant que le moindre F-35 ait atterri en Suisse. Donc, l'éducation est essentielle. Pourquoi des armes? Alors, il y a un autre aspect aussi, l'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore abordé. Dans une société bien organisée, cette technologie devrait générer du temps libre, générer du temps pour l'éducation, la famille, les loisirs. Et justement, un indice supplémentaire qu'elle est mal organisée, c'est qu'au lieu de cela, elle génère de la précarité. Dans le domaine de l'enseignement, probablement, ça va être un autre facteur aussi. Elle va générer justement du chômage, des problèmes, de la pauvreté. Donc, on devrait se réapproprier cet outil. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc l'abolition des privilèges, parce que c'est essentiel et donc il faut bien les comprendre. Et on est affaire à des milliardaires nationaux, entre guillemets, les Bernard Arnault en France, qui ne représentent bien sûr aucun avantage pour ceux qui habitent dans le même pays, au contraire. Oui, bien sûr. Il faut bien comprendre qu'ils dominent les médias de manière incroyable. C'est une classe nomade parasite, hein, Marc. C'est ça. Oui, bon, ils sont ici, ils sont là, mais ils déversent des propos racistes et insupportables matin, midi et soir sur leur chaîne. Donc là, il y a des choses à faire. Donc oui, abolition des privilèges, j'y reviens. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Merci, David, pour cette émission consacrée aux crises financières, à leurs mécanismes et à leurs conséquences. N'hésitez pas à poser vos questions à David, à moi et éventuellement à Marc. Pour ceux qui sont au bord du lac Léman, Marc, vous serez en conférence à la NSH, à la Nouvelle Société Helvétique de Genève, le 30 avril prochain. Non, le 29, attention. Le 29. Le 29 avril prochain, vous serez en conférence le soir sur ce sujet, justement, des crises financières. Donc, si vous êtes dans la région de Genève, c'est-à-dire soit de l'autre côté de la frontière, côté Annemasse ou Savoie, ou du côté suisse roman, n'hésitez pas à vous rendre à la Maison du Four à 19h le 29 avril pour écouter Marc et éventuellement lui poser vos questions. On sera ravis de vous recevoir. Et sinon, les questions en commentaire pour David et moi-même, n'hésitez pas également à nous proposer des sujets que vous aimeriez en histoire géo qu'on traite avec David. David, on est toujours ravis de recevoir des suggestions de sujets du moment que c'est dans notre domaine de compétences ou qu'on a un expert qu'on peut inviter, comme aujourd'hui Marc sur les crises financières. Oui, absolument. Bon, sachez-le quand même, hein. Avec Nicolas, on a quand même aussi nos domaines de prédilection, de spécialité. On ne peut pas s'exprimer sur tout et n'importe quoi. On est là pour vous apporter un éclairage, une vulgarisation, même une expertise, une spécialité sur ce qu'on sait vous expliquer. On ne peut pas s'exprimer sur certains sujets dont on s'y connaît pas très bien. Si vous me demandez de m'exprimer sur l'Iran, de ce que je suis dans l'actualité, je n'ai pas de spécialité, par exemple, sur l'Iran. N'hésitez pas dans les commentaires, on fait ça pour vous. Profitez-en, c'est gratuit. Il y a peu de choses gratuites maintenant, donc profitez-en, posez nos questions en commentaire, et puis c'est surtout votre soutien qui nous fait du bien, qui nous permet de continuer. Et vous pourrez nous retrouver au salon du Cercle Aristote le samedi 27 juin. J'y serai présent, je serai là.
Oui. toujours avec mon livre Vers les États des Unis. Bon, j'aurais pas sorti le deuxième d'ici 2 mois. Il est en cours d'écriture. Hein. Je le sortirai pour la fin de l'année. Mais voilà, sachez-le, le premier bouquin Vers les États des Unis est toujours d'actualité. Il est brûlant même. Surtout là avec Trump qui est en train de perdre sa base et certains des États qui pourraient dire on est dégoûté des démocrates et des républicains et qui pourraient au final pourraient virer cutie et se dire bon bah écoutez on va tracer notre propre chemin. On y reviendra dans une prochaine émission, certainement David, on parlera des États-Unis prochainement en 2026. Marc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Stop, alarme contre la finance casino et la marchandisation du vivant, disponible partout sauf sur Amazon. Donc c'est l'occasion justement pour lutter à votre micro-échelle contre des prédateurs comme Jeff Bezos. N'hésitez pas à faire vivre vos petits libraires, les petits libraires de quartier, s'il en existe encore. N'hésitez pas à commander le livre de Marc si ça vous intéresse, que ce soit en Suisse, en Belgique, en France ou ailleurs. Marc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous en prie, bonne soirée. Et David, merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain, au mois de mai, pour la prochaine émission. Avec plaisir. Merci Bonsoir beaucoup, tout le monde. David. Merci, bonsoir et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur le Cercle Aristote. Allez, ciao. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.